replaçons-nous le 18 juin 1940. Est-ce que vous avez entendu ce fameux appel du général de Gaulle? Je n'ai malheureusement pas entendu cet appel. D'ailleurs, je crois que très peu de gens ont pu l'entendre. Vous savez qu'il a été remanié à la demande de Halifax. Mais j'étais à l'époque dans un camp de prisonniers, un camp d'officiers. J'avais été pris à la suite du recul de mon unité sur Bourbonne-les-Bains, et là enfermé dans un camp, mais je me suis évadé dès le lendemain matin. Et le capitaine Segon, avec lequel je me suis évadé, lui avait entendu dire qu'il y avait un appel et avait compris quel était le message essentiel de cet appel, c'est-à-dire « Général de Gaulle, rejoignez-moi ». Et naturellement, pour moi, qui sortais de la guerre et qui trouvait que l'armistice était scandaleux, je n'ai pas eu d'hésitation à me dire « la chose à faire, c'est d'essayer de rejoindre l'Angleterre et de continuer à se battre avec le général de Gaulle ». Mais ce général de Gaulle, est-ce que vous en aviez entendu parler? C'était quelqu'un de connu? Il était pour moi un personnage totalement inconnu, et même je dirais quelque peu suspect, car je trouvais que ce nom de Gaulle, c'était bizarre, qu'un général, moi j'avais pas beaucoup de respect pour les généraux qui venaient de perdre assez lamentablement cette guerre, mais là, le tonus de l'appel, quand j'ai pu le lire arrivant assez rapidement à Bordeaux, puis à Toulouse, rejoignant ma famille à Toulouse, le tonus de cet appel m'a complètement convaincu. Car il ne disait pas seulement « il faut continuer à se battre », ce que je pensais comme lui, mais il disait « il y a des forces qui sont présentes encore dans le monde et cette guerre n'est pas perdue ». Évidemment, pour un jeune, j'avais 23 ans, c'était ce qu'on aimait entendre et ce qui vous donnait confiance. Donc je n'ai pas hésité longtemps avant de décider que ce que je voulais faire, c'est de le rejoindre. Encore fallait-il trouver le moyen. Et donc vous l'avez rejoint à quel moment? Alors je n'ai pu quitter la France, passer par l'Afrique du Nord, par le Portugal et arriver à Bristol puis à Londres qu'en mars 1941. Et ceci avec l'aide d'un merveilleux Américain qui s'appelle Varian Fry et qui a été envoyé à Marseille par Madame Roosevelt pour essayer de faire sortir de France des gens que les Américains souhaitaient avoir chez eux, André Breton, Marcel Duchamp, Hannah Arendt, enfin des personnalités. Mais Varian Fry ne s'est pas contenté d'essayer de favoriser le départ de ces gens avec des échecs, comme l'échec pour Walter Benjamin qui y a laissé la vie. Il a aussi compris très vite que les vrais menacés, c'étaient les Juifs. Il a fait sortir, aidé à sortir beaucoup de Juifs, et il est maintenant le seul Américain juste entre les nations. Il a été reconnu comme tel par Israël. Alors, j'ai donc, moi, pu m'embarquer sur un bateau pour Oran, de là pour Casablanca, un train de là, un autre bateau pour Lisbonne, de là un avion pour Bristol, et je crois que c'est le 21 mars, je débarque en Angleterre, et j'ai la chance que quelques semaines plus tard, je crois que c'était au début juin, le général de Gaulle m'invite à déjeuner. Pour un tout jeune qui arrivait comme ça, c'était extraordinaire, c'était émouvant. Nous étions deux, un autre qui était arrivé également récemment, et moi, et nous avons donc pu rencontrer ce général dont la figure était quelque chose d'un peu mystérieux et qui est devenu très vite, dans le premier contact, un homme courtois, un homme qui posait des questions, un homme qui répondait aussi clairement aux questions qu'on lui posait. J'ai été complètement séduit. Ce n'est pas tout à fait la même impression qu'a eu votre ami Daniel Cordier. Quand le général les a vus arriver, il a dit « Je ne vous félicite pas, vous n'avez fait que votre devoir ». C'était un peu rude quand même. Le général était rude. Ce que dit Cordier est probablement
très personnel. J'aime beaucoup Daniel Cordier, c'est un grand ami. Mais c'est vrai que le général était un général et avait l'habitude de commander et avait l'habitude aussi de considérer que nous faisions en effet notre devoir en continuant à nous battre, comme lui faisait le sien en appelant à la résistance. Alors vous avez finalement continué à faire votre devoir, et c'était quand même pas si facile, j'imagine, d'ensuite se faire parachuter en France, de continuer la résistance. Alors non, j'ai commencé par vouloir me battre au sens militaire du terme, et pour cela, je me suis engagé dans l'aviation, car on nous avait dit que les Anglais avaient besoin moins de pilotes, mais beaucoup de navigateurs, d'observateurs. Et j'ai dit, ben moi je veux me battre, donc je veux faire ma formation d'observateur. Et la première année de mon séjour à Londres a été passée dans les camps de la RAF, souvenir admirable, car la RAF était l'arme qui avait sauvé l'Angleterre. Je répète toujours à cet égard cette merveilleuse phrase de Churchill, une phrase dans laquelle il n'y a pas un substantif et seulement 5 adverbes. Never was so much owed by so many to so few. Donc l'aviation avait ce prestige, et se faire former, parce que je ne connaissais rien à l'aviation, se faire former pendant 9 mois pour pouvoir sortir ensuite, c'était une merveilleuse expérience dont je garde un souvenir tout à fait enthousiaste. Mais, sorti de là, un camarade de Camberley m'a dit « L'aviation c'est très bien, mais il y a encore mieux à faire, plus à faire. Il faut organiser les relations entre le général de Gaulle et la résistance en France. » Et c'est un service de l'état-major, de BCRA, qui en a la responsabilité. Je me suis donc trouvé engagé dans la section renseignement du BCRA, ce qui veut dire que pendant près de 2 ans, j'étais dans un bureau à Londres et j'étais en contact par radio, par opération aérienne, par toutes les mesures possibles, avec ceux qui, en France, commençaient à créer des réseaux de renseignement, des mouvements de libération, des sabotages, des actions politiques. Ça a été évidemment extrêmement intéressant pour le jeune homme que j'étais. Mais au bout de 2 ans, j'ai dit, j'en ai assez, je veux y aller. Je veux enfin quitter mon bureau et aller sur place. C'était normal pour un jeune, il avait envie d'être avec les résistants. Malheureusement pour moi, ça n'a duré que 4 mois. Je suis parti en mars et j'ai été arrêté le 10 juillet. Arrêté parce qu'un malheureux radio avait été repéré par la radio Gogno, avait été arrêté. Il me connaissait personnellement. Pour se sauver, je ne sais de quelle torture, je n'ai jamais su, mais il a accepté de donner rendez-vous avec moi. C'est comme ça que le 10 juillet 1944, je suis arrêté par la Gestapo à Paris. Et ensuite? Alors, 1 mois à l'avenue Foch, et puis déportation sur les camps. Heureusement, la bureaucratie allemande était telle que l'ordre d'exécuter n'est arrivé que sensiblement plus tard. Nous sommes arrivés à 36 à Buchenwald. Les 16 premiers ont été pendus 3 semaines après notre arrivée. Et grâce à un Britannique pour lequel j'ai la plus grande admiration, Forrest Yo Thomas, un ami de Churchill, il a réussi, avec l'aide d'un Allemand déporté et d'un médecin SS qui avait envie de faire quelque chose avant la fin de la guerre pour se faire bien voir des alliés, nous avons été à 3 échangés contre 3 jeunes Français qui étaient là au bloc du typhus, dont nous savions qu'ils étaient mourants. Mais est-ce qu'ils seraient morts à temps, morts avant que l'ordre d'exécution n'arrive pour nous 3? Un ordre d'exécution est encore arrivé pour 10 autres qui ont été fusillés cette fois. Et par grâce, le jeune Français Michel Boitel, dont j'ai pris l'identité, est mort le jour de mon 27e anniversaire, le 20 octobre
1944, et j'ai ainsi sauvé ma vie en empruntant la vie d'un mort. Voilà l'histoire un peu compliquée de ma guerre. Après ça, donc, j'ai été envoyé dans un autre camp, je me suis encore une fois évadé, j'ai été encore une fois repris. J'ai terminé dans un des camps les plus durs, celui de Mittelbau-Dora, l'endroit où les Allemands fabriquaient les V1, V2. Et c'était un camp où on espérait que personne ne survivrait parce qu'on ne voulait pas que ça se sache ce qu'ils faisaient. Donc on faisait travailler les déportés très durs et la plupart y laissaient la peau. Mais moi je n'y suis arrivé que très tard, en février 1945. J'ai pu rester vivant jusqu'en avril 1945 quand a été évacué en direction de Bergen-Belsen. J'ai réussi à sauter du train, à traverser l'Allemagne, à rejoindre les Américains à Hanovre et j'ai donc été rapatrié. Alors nous sommes au 8 mai 1945, Churchill annonce que la guerre est finie et moi je débarque et je retrouve ma femme et mes amis. Alors, 70 ans plus tard, ce fameux 18 juin, finalement, il a décidé de votre vie, il a fait de vous quelqu'un d'exceptionnel finalement, vous avez eu un destin exceptionnel. Je crois que nous devons au général de Gaulle d'avoir fait un geste assez unique dans l'histoire de France, c'est-à-dire prendre ses distances à l'égard de l'évolution normale d'un pays vaincu, d'un pays qui demande l'armistice, et de dire non, moi je ne veux pas, c'est pour moi inacceptable. Il nous a appris par ce geste, et cet apprentissage nous l'avons subi et nous le connaissons encore aujourd'hui, à dire non à l'inacceptable. Et c'est quelque chose qui forme une génération. Je pense que tous les camarades que je rencontre encore aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup, mais qui ont vécu cette période, ont pris sur eux quelque part ce sentiment que quand quelque chose arrive qu'on ne peut pas accepter, il est possible de dire non et il est possible de travailler pour que les choses changent. Cet esprit de résistance, vous l'avez toujours. Je pense qu'on ne perd pas cette volonté, ou si vous voulez, ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. En ce moment, par exemple, la façon dont se comporte l'État d'Israël à l'égard des Palestiniens est pour moi aussi inacceptable que l'était, mettons, Pétain le 17 juin 1940. Et quand quelque chose est inacceptable, on essaye d'agir. J'ai été à Gaza parce que je pensais qu'il fallait résister à la facile acceptation. Israël doit se protéger, Israël a besoin de sa sécurité, donc il peut faire des choses même violentes, même contraires au droit international. Eh bien non, nous ne pouvons pas accepter cela, comme nous ne pouvons pas accepter certaines des mesures prises par notre gouvernement concernant, par exemple, les sans-papiers ou les prisonniers ou les hôpitaux. Et là aussi, quand on dit non, c'est pas possible, eh bien, il faut se joindre à ceux qui résistent. Vous aviez 20 ans en 1940, aujourd'hui un jeune de 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez pour savoir dire non, pour apprendre à dire non? C'est pas facile. Cette volonté de ne pas accepter l'inacceptable change évidemment de génération en génération. Nous avons eu d'une certaine façon la chance d'avoir en face de nous des ennemis évidents. On ne pouvait pas aimer Hitler. On n'a pas pu non plus longtemps aimer Staline. On avait là des positions contre lesquelles il était évident qu'il fallait prendre position. Ou bien on disait ça ne me regarde pas, je ne fais rien, je m'occupe de ma vie privée. Ou si on avait pris un peu le message du général de Gaulle, on disait non, il faut faire quelque chose.
aujourd'hui, contre quoi faut-il se montrer résistant? Qu'est-ce qui indigne la jeune génération? Celui qui a aujourd'hui l'âge que j'avais en 1940, je suis né en 17, j'avais 23 ans, bon, peu importe, 20, 25, 30, 23 ans. Et aujourd'hui, il me semble qu'une chose est terriblement impossible à accepter, c'est l'écart croissant entre les très riches et les très pauvres. L'injustice sociale est alimentée par la finance mondiale, alimentée par le libéralisme économique sans aucune régulation. Et réagir contre cela en disant c'est pas possible qu'il y ait des millions d'enfants qui meurent de faim alors que d'autres encaissent des dividendes sensationnels, c'est certainement un des motifs, me semble-t-il, pour les jeunes d'aujourd'hui. L'autre, aussi important, c'est de s'apercevoir que nous faisons du mal à la planète et que nous le faisons depuis pas mal de temps, que de génération en génération, nous avons exploité, surexploité les ressources et que cela nous met devant un défi évident. Il faut faire quelque chose, sinon, dans 50 ans, on ne pourra peut-être plus avoir une société humaine vivant sur cette planète. Le deuxième, je vous en donne un autre qui est plus répandu dans la géographie. Ces deux-là sont universels, correspondent d'ailleurs à ce qui m'a formé, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer à sa rédaction. Mais l'autre chose qui doit nous indigner, c'est la violence. Et c'est la violence qui existe malheureusement encore dans de nombreux pays. J'ai déjà évoqué Israël, la Palestine, Gaza, mais il faut parler de l'Irak, de l'Afghanistan, il faut parler du Congo démocratique, soi-disant démocratique. Il y a beaucoup de violence encore, et contre cette violence, il faut susciter une organisation mondiale forte, qui ait suffisamment d'autorité pour intervenir efficacement. C'est aussi un des combats qui, à mon avis, incombe à la jeune génération et à laquelle elle est d'autant mieux préparée qu'elle connaît mieux ce qui se passe dans le monde que nous ne le connaissions à leur âge. Là, le progrès de la communication, de l'Internet, des mails divers que je ne manipule que très mal, mais la jeune génération les comprend et s'en sert avec un avantage. Ça, c'est une chose qui doit lui permettre d'être efficace dans le combat contre ce qui la scandalise ou ce qui simplement la choque, ce qu'elle veut changer. Il faut être indigné, en fait, c'est un peu ça. Je crois que l'indignation est peut-être dans la façon dont fonctionne notre psyché, notre psychisme. L'indignation est peut-être la meilleure manière de passer de l'homme égoïste et indifférent au citoyen. Le citoyen, à mon avis, est quelqu'un qui s'indigne lorsque la cité est mise en cause. Et je pense que nous avons de plus en plus de citoyens qui peuvent répondre à la définition citoyen sans frontières que j'ai donnée à mon deuxième livre et qui a été fait avec l'aide d'un excellent journaliste, Jean-Michel Helvig.